Salut à tous, aujourd'hui dans Leitmotiv, nous recevons pour vous un homme qui a fait ses premiers pas dans le milieu de la publicité. Il est expert en communication au bureau de mise à niveau ici à Dakar. Salut Samba, comment tu vas? Je vais très bien, merci Colline. C'est un véritable plaisir de te recevoir non seulement à Dakar, mais en plus à la maison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter et leur raconter ton cursus scolaire? Alors, je suis Samba Corso. Je suis né le 7e jour du premier mois de l'an 60. Et j'ai quasiment grandi à Dakar. De parents au départ diplomates, j'ai fait quelques années aux États-Unis. En 65, je suis rentré à Dakar. Pour la petite anecdote, je parlais ni le Wolof ni le français, je ne parlais qu'anglais. Tu es parti très jeune en Europe. Très jeune déjà. Voilà, j'avais 5 ans. Ok. À l'âge de 5 ans, donc des parents diplomates. On a fait quelques années aux États-Unis. Je suis revenu, on est rentré au Sénégal. Le papa a été affecté après dans les régions, comme préfet, gouverneur, etc. Donc, ce qui fait que j'ai eu une enfance quand même où j'ai été toujours quasiment seul. Gouverneur dans les régions, j'ai fait Niger, Podor, ainsi de suite, avant de revenir donc à Dakar. Mais comment tu t'en sors au niveau des langues justement, puisque du français Wolof, tu pars aux États-Unis, tu es dans l'anglais. Je reviens, je rentre effectivement. Je ne parlais plus un mot de Wolof ni un mot de français. Je ne parlais qu'anglais. Alors comment tu t'en es sorti J'ai perdu l'anglais. dans les écoles? J'ai perdu l'anglais et par la suite, le français est revenu, a repris le dessus. Petit à petit. Voilà. Alors donc tu fais un cursus primaire normal? Un cursus primaire normal, avec une mère institutrice. Ah, donc tu as dû avoir une enfance que j'ai eu rigoureuse. le plaisir d'avoir comme institutrice à l'école primaire. Eh ben. Bon, mais on passe, voilà. Alors après, donc, ton collège, tu le fais où? Ton collège et ton secondaire? Alors, mon collège, je le fais au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Ton Donc, secondaire? c'est le secondaire. Ok, d'accord. Le secondaire au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Donc, et après, Tu fais un bac un de quelle cursus série? en série B. Donc, en 80, j'arrive à Paris. Donc après ton bac, tu Après décides le de bac, faire j'arrive quoi? à Paris. J'arrive à Paris pour préparer une expertise comptable. D'accord, mais comment se passe justement Voilà. ton intégration en France? Alors, j'arrive d'abord à Paris, mais à Paris, j'arrive, c'était Giscard d'Estaing qui était président de la République, ainsi de suite, et après Giscard d'Estaing, c'est François Mitterrand qui prend le pouvoir. J'arrive donc, en fait, dans ce contexte, un contexte de changement en France. Mitterrand arrive, c'est les idées de gauche qui prennent le dessus. Donc, et je suis à Reims pour préparer une expertise comptable. Et après 2 années de crédit, de débit, c'est comme ça que je l'appelle, je me suis dit non, je ne me voyais pas en train de créditer, de débiter tout le restant de ma vie. Ah, ça, j'imagine. Parce que les Et chiffres... j'ai décidé de chercher, de trouver un autre métier. Alors, trouver un autre métier. En analysant, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que ce soit un métier thérapeutique. J'étais très timide. Je me suis dit, il me faut un métier thérapeutique.
Qui puisse te faire sortir un peu, voilà. extérioriser en fait. Tout à fait. Et c'est là que je me suis tourné vers la communication. Je me suis dit, Ça va m'aider ça va m'aider à aller vers les à autres. être un peu plus Tout à fait. moi, à aller vers les autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après 2 années, j'ai perdu 2 années comptables, disons. Et puis, j'ai Tu te lances dans la rejoint communication. l'ISEA, le groupe École des cadres à Paris, pour une première année en communication et marketing. Et alors, comment se passe ton année dans Alors, cette école? Alors l'année, j'arrive, bon, en réalité, j'étais passionné. J'étais passionné par ce métier et c'était c'était quelque chose d'extraordinaire, déjà. Alors, ton année je le scolaire se sentais. passe bien, tu as de Voilà, bonnes tout notes. se passe bien, le cursus se passe très bien. Je suis entre Reims et Paris, où au passage, nous sommes tous en communauté Oui, parce que entre Reims, c'était déjà Sénégalais une ville estudiantine, il y et avait beaucoup voilà, d'Africains. Sénégalais, Ivoiriens, donc notamment on avait des amis que je garde toujours, comme Daniel Hucher. Et alors, après Donc, cette première année donc en communication, tu t'y plais, tu décides de continuer, tu fais quoi? Voilà, je décide de continuer. Je fais mes 3 années de formation. Et puis à un moment, je viens en vacances. Donc déjà avant les vacances, les premières vacances en stage dans la communication, bon, j'intègre pour une courte période Procter Gamble. Procter Gamble France. Donc on commence à vendre des barils de Bodux dans les Ardennes. J'étais plutôt vers Reims, donc dans les Ardennes, à moins de 2 degrés de température. Il fallait sonner chez les gens, apprendre à vendre vraiment un produit. Oui, oui. Et c'est une période quand même extraordinaire, qui était magnifique. J'en garde un très bon souvenir. Et au bout de 3 ans, je viens en vacances à Dakar. Alors, quelque temps après, tu retournes à Dakar pour des vacances. Voilà. Et là, sans le savoir, c'est à ce moment que tu démarres ta carrière. Tout à fait. Alors, raconte-nous tout ça. Tout à fait. Parce que j'arrive à Dakar, bon, je me réconcilie au passage avec le papa qui n'était pas du tout d'accord. Que tu aies arrêté la comptabilité. Que j'arrête la comptabilité pour faire de la com. Pour lui, la com, c'était quelque chose de naturel, que tout le monde pouvait en faire sans aller à l'école. Donc, on se réconcilie. Il me dit, bon, d'ailleurs, j'ai mon ami qui est chez Havas, faut aller, il va te recevoir. J'arrive chez Havas Sénégal. Alors, donc j'arrive à Dakar, donc on me prend un rendez-vous dans la plus grande agence de Dakar. J'arrive, je peux citer le nom du monsieur. Oui. Alors j'arrive, je rencontre M. Tidiane Dalindiaï, qui est directeur de cette agence, et qui me demande, qui me dit, parlez-moi de votre vision de la communication aujourd'hui. Je développe pendant une trentaine de minutes, et à la fin du discours, il me dit, est-ce que tu peux commencer lundi? Aïe. Bing. Je me dis, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je demande peut-être une journée pour réfléchir. Oui. Et partout où je suis passé, on m'a dit, oh là, tout le monde cherche du boulot, personne ne trouve du travail au Sénégal, tu arrives, tu trouves. Tu as de la chance d'en avoir. Voilà, tu as de la chance d'en avoir, il faut foncer. Et le lundi suivant, je démarrais tranquillement dans cette très grande agence. Quel âge avais-tu à peu près? Alors, j'avais 26 ans. Et est-ce que les clients que tu démarchais avaient confiance aux jeunes que tu étais? C'est vrai, j'ai eu énormément de problèmes. Parce que quand je suis arrivé au départ, cette agence était plus régie. Régie, c'est ce qu'on appelle vente d'espace, etc. Alors, donc j'arrive et d'ailleurs, je développe la partie conseil.
donc qui s'appelle Séné Conseil, que je développe dans l'agence, et une partie aussi très passionnante, parce qu'il fallait mettre tous les outils en place, les développer. Et l'agence, en fait, s'est diversifiée. Je ne veux pas dire changer de métier, mais se diversifier à un moment, parce que la vente d'espace, l'agence avait la régie de la RTS, du journal officiel Le Soleil, de tous les supports médiatiques. Maintenant, il fallait à côté ouvrir, développer une structure, une agence, conseil. Voilà. Mais au départ, justement, quand tu es arrivé, que tu as commencé, donc 3 ans après être resté en France, est-ce que tu n'as pas eu trop de mal, justement, puisque là, tu devais... les réalités du pays, tu les connaissais peut-être plus? Oui, bien sûr, il y a eu un grand moment d'adaptation, un problème d'adaptation, je dirais. Hein, pour m'adapter, déjà, c'était assez difficile. Quand on a un esprit hyper ouvert, qu'on arrive, je suis persuadé, j'étais le seul à avoir fait des études dans ce métier. Ah. J'étais le premier à avoir osé faire ce métier au Sénégal. Eh bien. Donc, et j'ai eu le plaisir vraiment de développer toutes les activités liées au conseil dans un contexte, dans le contexte du moment, hein, où d'ailleurs la communication même africaine était en remous, en très grand remous, que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, parce que ce qui se faisait, c'était les pubs européennes qu'on plaquait au contexte africain. Oui. Les Africains ne s'y retrouvaient pas. Et les premiers cris de l'époque, je me souviens, c'était des gens comme Michel Butry, l'Ivoirien, qui a fait des choses magnifiques dans ce domaine. Et donc nous, un peu, on était un peu disciples de Michel Butry, de Jacques Séguéla, d'Ogilvy, etc. Donc, alors, tu restes 5 ans 5 ans après ton arrivée dans cette agence de pub, tu décides de partir cette fois-ci pour relever un challenge plus grand. Raconte-nous ce changement dans ta jeune carrière naissante. Alors, tout à coup, donc, la pub africaine attire du monde. Attire du monde, et on voit l'une des premières agences mondiales rachetée par quelqu'un qui s'appelle Nelson McCann Erickson, qui débarque à Dakar et qui décide d'ouvrir pour accompagner des clients multinationaux. C'est-à-dire Nestlé, Nestlé, Coca-Cola et... les grandes marques de la place. Voilà, Nelson McCann s'installe. Bon, McCann, c'était nos rêves. J'imagine. Un peu d'intégrer de grands groupes. Et j'intègre aussitôt Nelson McCann, comme directeur de clientèle. Quelle différence y avait-il entre ton ancien job et tes nouvelles missions? Alors, entre les deux, en réalité, dans mon premier job, c'est moi qui ai tout mis en place. Donc j'ai mis en place les règles, les procédures, mis en place le système de développement. Mais chez McCann, chez McCann, c'est les Marines. J'arrive, je trouve des protocoles déjà préétablis. Donc il faut intégrer ces protocoles. Et c'est le rendement qui compte. Voilà, c'est le rendement, c'est la rigueur absolue, c'est des produits de classe exceptionnelle. C'est Nestlé, c'est Coca-Cola. Alors, malheureusement, 1 an seulement après ton arrivée... Alors, donc je le disais tout de suite, McCann, c'est les Marines, c'est 8 h du matin, 21 h, pendant une année. Pendant une année. Je crois que j'ai pris de la bouteille là-bas, c'est vrai. Oui. Mon passage chez McCann m'a permis de prendre vraiment de la bouteille et d'affronter, de faire face à beaucoup de challenges. Après 1 an de chez McCann, je me sentais tellement bien outillé et fatigué. Ah, j'imagine. Voilà, et j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Alors, donc tu décides de démissionner, de te mettre à ton propre compte. Pourquoi avoir fait ce choix?
Parce que tu estimais que tu avais déjà eu J'estimais que j'avais ce que tu déjà voulais. assez donné, déjà. Oui. J'avais appris, j'avais donné. Mhm. Et donc, Tu n'avais pas peur d'affronter les charges d'un jeune entrepreneur? j'avoue, Parce que là, de j'étais salarié, tu plein passes à... d'espoir. Oui. J'étais plein d'espoir, j'étais plein de rêves. Et c'est ces rêves qui font avancer les réalités. Alors, comment se passent tes premiers mois en tant que Voilà. patron de ta propre entreprise? Voilà. Alors, Quelles étaient les j'ouvre difficultés que tu l'entreprise rencontrais? Yanacom. Donc, j'ouvre avec au départ un groupe de 6 à 8 personnes qui viennent, qui croient en moi d'ailleurs, qui viennent parfois volontairement me dire on est avec toi, c'est notre challenge. Donc déjà au Et départ, donc, tu ouvres avec au moins 7 à 8 employés. voilà. 7 à 8 employés, avec un positionnement assez particulier. Je me disais, bon, les multinationales, je les laissais aux agences multinationales, mais j'allais me concentrer sur le potentiel local. Bon. Et Quelle a été ta stratégie pour conquérir ces nouveaux marchés? alors, ça a été une stratégie offensive. Quand on a un bon portefeuille, quand on est connu, on sait qu'on a géré des produits de chez Nestlé, de chez Coca-Cola, les gens vous font confiance. Voilà, et certaines entreprises sont venues, mais ceux qui m'avaient promis de venir ne sont jamais arrivés. Oui, parce qu'il y avait quand même une sacrée grosse concurrence avec toutes ces grandes Voilà. agences qui y étaient depuis déjà quelques années. Voilà, mais ces grandes agences se concentraient essentiellement Sur les grosses sur multinationales. les grandes Oui. multinationales. Alors, Samba, 3 ans seulement après la création de ton entreprise, tu décides de la fermer compte tenu des difficultés. Alors, est-ce qu'à l'époque, c'était la solution qui s'offrait à toi et dans quel état d'esprit tu te trouvais? Oui, en réalité, il y a des moments où, quand on sait que la mayonnaise ne prend pas, il y a énormément de contraintes. Bon, c'est vrai qu'il est toujours préférable d'arrêter Oui. et de repartir. Oui, il y a des charges et tout ça, c'est pas Voilà, évident. tout à fait. Donc arrêter, repartir, bon, et c'était une autre vie qui démarrait. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience justement en tant qu'entrepreneur? Alors, de cette première expérience, je retiens essentiellement qu'un entrepreneur doit, ou se doit, d'avoir un regard comptable. Déjà, il faut pouvoir Être un bon gestionnaire. être un très bon gestionnaire. Oui, Être un pense très que bon c'est ça. gestionnaire. D'abord, c'est, tu vois, on a un C'est problème de primordial. gestion, Oui. d'accord? Et l'autre aspect, il est externe. Il est externe parce que quand vous vous lancez, tout le monde vous dit allez-y, je vous suis, vous aurez mon budget. Et tout ce qu'ils vous ont dit, vous aurez mon budget, vous les avez Vous jamais. les avez pas. Vous les avez pas. Et c'est d'autres budgets qui vont arrivent. émerger d'ailleurs, qui vont arriver, qui vont vous permettre de survivre. D'avancer, oui. Voilà, d'avancer. Donc, je crois qu'essentiellement, il faut être hyper rigoureux en gestion. C'était une des premières leçons, hein, d'être proactif. Voilà, et ça c'était Le plus dur. le plus important, je dirais, qu'il faut avoir. Alors, après la fermeture de ton entreprise, tu décides d'aller à l'aventure à Abidjan. Raconte-nous comment te vient l'idée et comment se passe ton aventure en Voilà. Côte d'Ivoire. Alors ensuite, donc dans des moments comme ça, j'ai l'habitude de le dire, on est comme un pot de confiture à terre. On est comme un pot de confiture à terre. Après, il faut se ramasser à la petite cuillère. Ouais. C'est ça. Ça, c'est l'autre conseil que je donnerais à tout le monde, savoir se ramasser à la petite cuillère. Et se reconstruire. Et se reconstruire. Et un jour, donc j'étais là, je me disais qu'est-ce que j'allais faire.
j'étais confiant. Je savais que je trouverais toujours une solution, ou Dieu me donnera toujours la bonne solution. Et un jour, en visitant un ami, je vois un petit livre de Paulo Coelho. Paulo Coelho, L'Alchimiste. Oui. Je lui dis, tiens, je vais le lire. Et je prends ce livre. Je le lis en une journée. Quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit, Joe, il faut que tu te relèves encore. Et tout commence à ce moment. Donc, je suis obligé parce que chef d'entreprise, on est chef d'entreprise, mais il y a une structure familiale à côté qui accompagne. Donc, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Tout à fait. Donc, et il a fallu sortir des sentiers battus et me dire, bon, allez, mon épouse, voilà, j'ai pris une décision qui va changer toute notre manière de vivre, qui va changer d'ailleurs toute notre vie. Mais oui, bien sûr. Donc, je décide de prendre ma femme, mon épouse, on avait une fille, je décide de les ramener chez ma belle-mère. Deuxième challenge, s'asseoir avec sa belle-mère, lui dire, je te ramène ta fille, laissez-moi juste aller, le temps de me remettre me remettre, mais j'arrive. Et la pauvre, elle me regardait en se disant, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de me rendre tout simplement ma fille? Bon, alors, passé cette étape, je débarque, j'arrive à Abidjan. J'arrive à Abidjan, où j'ai une sœur, donc il m'a toujours dit, laisse Dakar, viens à Abidjan, viens à Abidjan. Et puis tac, j'arrive, je débarque à Abidjan. Alors on m'avait tout dit sur Abidjan, sauf qu'il faisait tellement chaud que quand on descendait de l'avion, je sentais la chaleur me monter. J'ai dit, mais je suis en enfer ou quoi? Bon. Et mais pour le coup, je dirais que c'est à Dakar qui fait très chaud. Mais après, c'était le paradis. Donc j'arrive, je décide de trouver un travail dans la communication publicitaire, toujours. Et au bout de 15 jours, on me trouve un rendez-vous avec une très grande dame, Martine Studer, qui me reçoit dans son bureau, qui me regarde droit dans les yeux, qui me fait, votre profil m'intéresse, mais j'ai besoin de vous à Dakar. Oh, décidément. Je lui fais non. Madame, vraiment, je quitte Dakar, j'ai tout laissé pour venir, je souhaiterais travailler ici. Elle me fait non. Vous allez travailler à Dakar. Aïe, aïe, aïe. Je lui dis non. Bon. Après maintes négociations, la forte dame Studer me fait bon, je vous envoie à Dakar en tant qu'expatrié maintenant. Voilà. Bon, là, ça paraissait déjà mieux. Bon. Et j'appelle Dakar, on me dit, il faut que oui, mais il faut revenir. Alors, donc je reviens tranquillement sur Dakar pour ouvrir l'agence Ogilvy à Dakar. Oui. Bon. Alors, après quelques 15 jours, donc j'étais venu pour faire l'ouverture de l'agence à Dakar. Et je devais attendre l'arrivée de la directrice du développement qui devait venir m'apporter les moyens sur Dakar. Oui. Donc au bout de 15 jours, la directrice débarque à Dakar, elle arrive et le courant ne passe pas. Aïe. Dès l'aéroport, j'ai senti que le courant ne passait pas. Donc, on a fait séjour 3-4 jours à Dakar ensemble et ça se confirmait. De plus en plus ça avançait et voilà, et sentais que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. On ne pouvait rien faire ensemble. Et donc, en partant avec le petit sourire qu'elle avait, j'avais compris qu'il y avait de fortes chances. C'était pas bon signe. Que c'était pas bon signe. Et au bout de 15 jours, il est revenu pour me dire, voilà, votre billet d'avion, vos émoluments, vous rentrez à Abidjan. Donc retour à la case départ. Retour case départ. Et je retournais à Abidjan. Mais soulagé ou triste. Triste quand même. Triste quand même, hein, oui. parce que ça n'est pas marché. On laisse toujours une petite famille,
à Dakar, on repart Oui, très touché, profondément, abattu même, je dirais. Mais à chaque fois, il faut encore se reprendre à la petite cuillère. Et j'arrive, je reviens à Abidjan, on me dit, bon, on me présente, on me dit, tiens, on t'a pris un rendez-vous. Il y a un monsieur qui veut déjeuner avec toi et puis t'écouter, discuter avec toi. Alors, le monsieur est directeur de l'agence Indigo, Jean-Philippe Caboret. oui. Je déjeune avec lui, ça se passe très bien. Il me dit, mais écoute, on va faire ensemble, on va y aller. Et le lundi, je démarrais chez Indigo à Abidjan. Hein, Tu as quand même de la chance, Samba, parce que même dans les pires moments, je trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre une porte. Oui, en fait, c'est ce que les jeunes doivent comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, Il y en a une. c'est pour ouvrir une autre porte. Donc, il faut toujours être là, persévérer et Garder la tête froide. voilà. Malheureusement, Samba, nous sommes à la fin de cette émission. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de ce numéro Leitmotiv qui était consacré. Que Dieu nous garde. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma